Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Salut André-Sylvain Latour. Tout se passe bien? Ça va magnifiquement et ça risque d'aller mieux puisque tu es là. Oh mon Dieu. De flagornerie. Un flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute, n'est-ce pas? Ouais. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Franchement, moi qui pensais pas citer La Fontaine aujourd'hui, cher ami, dis-nous qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Malheureusement, je commence cet épisode avec un horrible accident de travail qui est survenu au cœur du centre-ville de Montréal aujourd'hui. Ça s'est passé un peu en fin d'avant-midi, là, vers 11h15, sur le chantier de construction de la plus haute tour de condos à Montréal. Ça se trouve à l'intersection des rues du Square Phillips et de Cathcart. Malheureusement, il y a un travailleur dans la mi-vingtaine qui, j'imagine, vaquait à ses occupations. Et il y a eu un accident. Évidemment, bon, ce que je te dis là, la CNESST qui enquête là-dessus va confirmer tout ça, mais je présume que c'est un accident. Le pauvre homme a reçu un paquet de bardeaux sur lui, finalement, et son décès a été constaté sur place. Ça veut dire, généralement, c'est assez clair comme décès, parce que généralement, les décès sont prononcé à l'hôpital à ce moment-là. Donc, quand tu le prononces sur place, c'est que c'est un accident qui est extrêmement grave, là, évidemment. Je sais pas si tu t'es déjà adonné à soulever un petit paquet de bardeaux. Je peux te dire, un morceau de bardeau, là, c'est assez lourd. Là, fait que 3 morceaux de bardeau puis une palette de bardeau. Je pense même pas qu'on peut, toi et moi, soulever un coin de ça, probablement. Là. Ça doit peser pas loin d'une tonne, là, j'imagine. Ah, c'est gigantesque. Là. C'est comme un peu, probablement, recevoir un bloc de ciment. Donc, là, mort sur le coup. Puis, donc, évidemment, la personne tragiquement décédée n'y est pour rien. Là. Comme tu dis, c'était quelqu'un qui passait par là. C'est vraiment un accident tragique. Oui, c'est un travailleur temporaire qui était sur le chantier, un chantier mené par la compagnie McGill Construction. Chantier d'ailleurs qui a été fermé pour le reste de la journée, on le comprendra. La CNESST est sur place, essaie de déterminer qu'est-ce qui a causé cet accident tragique-là. On imagine que c'est plus en lien avec ce qui se passait dans les airs qu'avec ce qui se passait sur le sol. Là. Donc c'est tombé, n'est-ce pas? Donc, il y a quelqu'un à quelque part dans la partie d'en haut qui a mal attaché les fils ou quelque chose comme ça? Écoute, je vais y aller peut-être avec la même conclusion que toi. C'est une haute tour à condo, c'est du bardeau, on peut penser que c'est sur le toit. Ça a dû tomber soit pendant que c'était en ascension ou une fois rendu en haut. Bref, le pauvre homme a eu aucune chance. C'est étonnant pour moi parce qu'il me semble, pour circuler beaucoup au centre-ville, autant à Montréal qu'à Québec, quand il y a des choses comme ça, quand il y a des matériaux qui sont levés, souvent on crée un périmètre de sécurité justement pour éviter que quiconque se retrouve, travers la construction inclus, là, et les seuls qui ont le droit d'être là, c'est ceux qui ont les yeux rivés sur la patente en train de se monter. Donc il y a quelqu'un, on connaît pas les circonstances, là, mais j'imagine bien le kidam qui est en train de marcher tout bonnement puis que le truc lui tombe sur la tête. Ça me semble qu'il y a pas mal de morceaux du périmètre de sécurité là, qui n'ont pas été correctement... Des fois, quand tu travailles à côté de la machinerie lourde comme ça, tu prends une certaine aisance. Et ça se pourrait... Il fait chaud dehors. Peut-être que la personne... Écoute, on extrapole, évidemment. Là, je n'ai pas les conclusions exactes. La CNESST va faire la lumière là-dessus. Mais tu sais, je dirais, il y a tellement de facteurs de distraction et une certaine aisance en même temps autour de la grosse machinerie qui fait que tu te dis, bof, il n'arrivera rien. Mais malheureusement, clair. Cette fois-là... J'ai reçu un segment plus tôt dans l'émission aujourd'hui un expert en santé et sécurité au travail là, de la FTQ Construction, Simon Lévesque. Puis bon, je voulais pas adresser cet enjeu-là avec lui, ça vient d'arriver, puis je pense qu'il n'a pas les informations. Mais tu sais, il faut quand même se dire, tu parles de distraction, tu parles de... Mais tu sais, on vit aussi une période de chaleur extraordinaire au Québec actuellement. Je me demande si tu sais, la capacité de concentration de gens qui passent 3, 4, 5, 6 heures dehors à 40 degrés n'est pas
pas quand même affecté, sans vouloir dire que c'est la cause. Là, ça ne facilite pas, évidemment, des comportements de prudence. Là, très certainement. Puis je te dirais, au coin Berry-Sainte-Catherine, où on est ici, j'ai vu plusieurs travailleurs passer dans la journée, et puis on va se le dire, leur chandail était complètement mouillé. Trempé, oui, c'est Trempé. ça. Alors, comme tu dis, la chaleur et tout ça, c'est peut-être autant de facteurs qui ont contribué à ça. Il n'en demeure pas moins que c'est un accident extrêmement tragique et la CNESST va faire la lumière là-dessus. Il y a le ministre du Travail, Jean Boulet, qui était pas loin, qui en a profité d'ailleurs pour offrir ses condoléances à la famille et ainsi qu'aux collègues de travail. Donc, on fait de même si ils sont à l'écoute. Là, c'est vraiment une triste affaire. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. C'est l'été. L'été rime avec vacances et pas juste vacances dans les entreprises, vacances dans le système de santé également. Ah oui. Alors, ça a évidemment des répercussions. Québec a annoncé la fermeture de 1500 lits pour l'été en raison évidemment de... Ça va devenir un manque de main-d'œuvre. Hein? Qui dit vacances dit employés pas présents au travail. Il y a déjà 933 lits qui sont fermés. On va en rajouter 612 autres pendant l'été. Donc, c'est à peu près l'équivalent année après année. On parle d'à peu près, on a 17 000 lits environ dans le système de santé là, au total. Donc, tu sais, mais moi, je me mets à la place des gens qui attendent. Moi, je touche du bois. Je n'attends pas dans le système de santé. Mais ceux qui attendent, c'est sûr que tu te dis « Oh non. Oh non, ça va encore repousser mon examen. Ça va encore repousser mon opération. » Donc, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier, les travailleurs de la santé travaillent extrêmement fort. On l'a vu pendant la pandémie, à quel point ils étaient indispensables. Alors, c'est évident qu'ils ont besoin de vacances et de se reposer, de faire le vide et tout ça. Mais ça reste que ça va créer une situation qui risque peut-être d'être problématique à certains moments. J'ai toujours été, André Sylvain, un peu... puis là, je vieillis, là, puis je m'intéresse de plus en plus à cet univers-là, mais j'ai toujours été trouvé ça un peu drôle, cette notion de lit, là. Tu sais, on ferme des lits, mais c'est comme un lit, là, il est là, le lit, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un matelas, je peux-tu me coucher dessus? T'sais, on ferme des lits parce qu'en fait, on ferme la capacité d'une infirmière ou d'une préposée ou d'un médecin d'aller visiter quelqu'un dans une chambre. Le lit, il est encore physiquement là. Oui, le lit est encore physiquement là, mais il n'y a personne pour s'en occuper. C'est ça, exactement. Donc, si tu couches quelqu'un là, il n'y a personne pour s'en occuper. Et là, à ce moment-là, forcément, tu fais monter le ratio infirmière-patient, préposé aux bénéficiaires-patient, à un niveau qui est juste rendu... Qui n'a pas d'allure. Exactement. Ma réflexion est plutôt, tu sais, là, on voit, Santé Québec, puis c'est en train de se mettre en place, là, fait qu'on va leur laisser la chance, mais tu sais, je pense qu'il y a Christiane Germain, là, qui a quand même pris la tête du conseil d'administration, puis, tu sais, je m'imagine que dans la tête d'une hôtelière, là, un lit, là, faut que quelqu'un dorme dedans. Là. En tout cas, je veux pas trop simplifier la chose, mais je me dis juste, y a-t-il une façon, dans le fond, est-ce qu'il y a des patients qui sont prêts à avoir moins de soins, mais quand même la capacité d'être hospitalisé? Il y a peut-être quelque chose je sais pas, il y a peut-être une inspiration à tirer du domaine hôtelier de dire, je vais offrir un niveau de service moindre, mais au moins la personne, elle va être dans un genre de processus d'hospitalisation, de traitement, de soins, etc. Encore une fois, c'est terrible, parce que 1500 lits sur 17 000, là, c'est 10% du réseau, là, c'est pas une petite affaire là, qu'on ferme. Là. Je crois justement, pour enchérir sur ce que tu dis, que c'est au Danemark que tu vas à l'hôpital, tu as un rendez-vous, tu vas à l'hôpital et tu t'en retournes chez toi directement. Et s'il y a un problème, là, ils viennent te voir. On t'appelle ou on vient te voir. Exactement. Écoute. Il y a au moins une bonne nouvelle à travers tout ça. Le ministre Christian Dubé, ministre de la Santé, il a annoncé que le guichet d'accès à la première ligne, le fameux GAP, fonctionne assez bien et qu'ils ont réussi à ce moment-là à réduire le nombre de rendez-vous à 5000 places. Donc... C'était dans les 20 000 là, à un moment donné. C'était extrêmement élevé. Là. Puis M. Dubé avait comme été c'est un peu très transparent. Là, mais c'est aussi un de ses chevaux de bataille. Ouais. Exactement. Parce que, on parle de place, mais c'est quand même des individus à la fin, c'est des hommes et des attendent. femmes malades ou en attente. Donc, tu sais, plutôt que 5000 places, on pourrait écrire, disons, on pourrait dire 5000 patients ou 5000 personnes qui attendent de voir un médecin. Tout à fait. Honnêtement, sans vouloir... j'ai l'impression que l'affaire, c'est que c'est un 5000
les 5 000 du mois dernier, c'est pas les 5 000. Ça roule. Dans le fond, il y a toujours une attente, mais il y en a qui sont pris. Donc, effectivement, ce sont 5 000 patients, mais c'est pas les 5 000 qu'en janvier dernier. Oui, mais il reste que quand tu as besoin d'être opéré rapidement puis que tu es le 5 millième... C'est une logique de processus plus qu'une logique d'humain, comme tu dis. Mais effectivement, il y a quelque chose à réfléchir dans le langage qu'on utilise pour ça. Peut-être une autre bonne nouvelle aussi, c'est que normalement, jeudi, les premières cohortes d'équipes volantes devraient avoir été complétées. Okay. Et donc, selon le ministre, le ministère de la Santé a reçu 1200 CV quand même de gens qui voulaient faire partie de ces équipes-là. As-tu envoyé le tien? Non, j'ai pas les compétences malheureusement. Je pense pas que dans le réseau de la santé ils prennent n'importe qui. Non, ça en est le doute. Mais moi, cette idée d'équivalent, c'est ceux qui se promènent en jet privé, là, c'est ça? Ben non, c'est ceux qui s'en vont sur la Côte-Nord en ce moment et en Abitibi pour aider. Volante dans le sens d'aller de région en région pour pallier. Puis c'est lié à l'affaire des agences. Là. On veut réduire le recours aux agences. Donc il va falloir envoyer des gens des centres où il y a évidemment plus de travailleurs vers les régions qui souffrent. Écoute, on parle de cohorte. Une cohorte a 40 ou 50 personnes environ dans la cohorte et doivent être relayées aux 15 jours. Ah ouais. Donc, on prend les personnes, les employés, on les envoie à un endroit pour pallier aux besoins. Et ils ont reçu combien, tu dis, de candidatures? 1200 à coût de 50. Ça fait quand même plusieurs unités, là, éventuellement. On va toucher du bois pour que... Je sais pas, est-ce que les 1200 étaient qualifiés, mais... il y a une partie de moi, André Sylvain, qui a envie d'avoir espoir pour le système de santé. C'est toujours ramené vers le bas par le cynisme, mais j'ai envie que ça fonctionne, donc je leur souhaite évidemment la meilleure des chances. Puis cette idée d'équipe volante, franchement, elle n'est pas mauvaise. Après, il faut voir comment dans les faits ça va se concrétiser, mais... Toucher du bois pour que ça se passe bien. Effectivement. Tout savoir en 24 minutes. Une autre histoire judiciaire, celle-là. Triple meurtre à Brossard qui s'était produit en septembre 2022. Mohamed Al-Balouz, 37 ans, est accusé des meurtres prémédités de ses 2 enfants, âgés de 2 à 5 ans, et du meurtre non prémédité de sa conjointe Cynthia Bussière, 38 ans. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui? C'est que l'accusé était de retour devant la cour. Il a été représenté par Maître Marc Labelle, qui est un criminaliste quand même de renom. Lui, c'est d'abord retiré. En fait, c'est l'accusé qui a tout simplement congédié son avocat en janvier dernier. Ensuite de ça, il a été représenté par Maître Alexandra Longueville, mais elle a décidé de se retirer et M. Al-Balouz, qui veut maintenant qu'on l'appelle Madame Balouz, a décidé de se représenter seul. Okay. Et c'est une décision, écoute, ça va être un procès, on parle quand même de 3 meurtres, dont 2 prémédités, ceux de ses enfants. Ça va se produire devant jury à l'automne. Ça devrait durer environ 6 semaines. Moi, je me questionne sur la capacité d'un individu. Je connais pas M. Al-Balouz directement, Madame Balouz, pardon. Je connais pas cette personne-là directement, mais je me doute qu'elle a probablement pas les compétences judiciaires de ces 2 avocats, dont celui qu'elle a congédié et celle qui s'est retirée. Alors, je vois mal... J'ai pas vraiment la connaissance de cet univers-là, mais très spontanément, André Sylvain, moi, des histoires de gens qui se représentent eux-mêmes, de manière générale, à moins d'être vraiment un avocat de renom ou quelqu'un là, de très... c'est jamais une bonne idée. Là. Puis je dis ça pas pour... il y a Mme Balouz spécifiquement ici, mais n'importe qui, d'avoir les conseils d'un expert. Puis pas juste sur le fond, des fois sur la procédure, sur la façon de s'accuser au juge, de s'adresser au juge, etc. Là, c'est quand même une question de triple meurtre. Là. Puis je devine qu'il y a de la preuve. Là. Je sais pas tous les détails de la chose, là, mais tu sais... En tout cas, bref, ça me semble étonnant. Le premier nom qui me vient en tête, c'est Michael Cohen, qui était un avocat et lui-même ne s'est pas représenté. Donc, les avocats ne se représentent même pas eux-mêmes. Alors, je vois mal comment quelqu'un comme
Ouais, toi et moi, pour arriver c'est sûr devant un que, jury bon, et c'est faire intéressant, bonne tu impression. mentionnes Cohen, tu sais, encore une fois, il y en a plein d'autres qui ne me viennent pas spontanément en tête, mais tu sais, je pense que l'idée de se faire représenter par un avocat en cours, c'est aussi de se donner une forme pas d'impartialité, mais tu sais, de distance face aux actes, face aux accusations. Tu sais, c'est sûr, quand c'est de toi dont il est question, c'est difficile d'avoir une tête froide, puis d'observer d'élaborer une stratégie, puis de regarder les faits, puis de dire, je vais plaider, je sais pas, la santé mentale ou, tu sais, des circonstances atténuantes. Là, t'es en plein dedans, puis forcément, bon, je sais pas si cette personne est coupable ou non, mais évidemment, ça va être difficile de prendre la distance nécessaire pour établir un argumentaire qui est risque de cohérent, voir là. seulement l'arbre et pas voir la forêt, c'est là qui... Est-ce qu'on sait si le processus de changement ou d'assignation de genre a débuté pendant Oui, ça semble avoir débuté pendant. Pendant les procédures, pendant donc les procédures. après les meurtres. Là, oui, absolument. Présumés meurtres. Exactement. Okay, D'ailleurs, lui, il a demandé à ce qu'on s'adresse... Excuse-moi, tu as tout à fait raison. Madame Ballouz a demandé à ce qu'on s'adresse à elle sous cette dénomination. Mm-hmm. La juge greffe a dit pas de problème, mais les accusations vont quand même être portées au nom de Mohamed Al-Ballouz. D'où mon... Tout cela est quand même fascinant d'une certaine façon en termes de procédure. Là, L'important, moi, je te dirais, peu importe son nom, son prénom ou quoi que ce soit, s'il a tué ses 2 enfants... et sa conjointe, je pense qu'on veut tous le voir en prison. S'il est coupable. Aïe. S'il est coupable. Elle. Pardon. Tout savoir en 24 minutes. Avant, on parlait de tabagisme. Maintenant, on parle de pollution de l'air. La pollution de l'air est plus meurtrière que le tabagisme maintenant. Oui, c'est selon un rapport qui a été publié, qui a été publié aujourd'hui sous l'égide de l'UNICEF. Mm-hmm. Plus de 8 millions de personnes, dont 700 000 enfants de moins de 5 ans, sont décédés en 2021 en raison de la pollution de l'air. Évidemment, ce qui est disons, la substance aérienne la pire, ce sont les particules fines dites PM2,5, soit moins de 2,5 microns de diamètre. C'est ça, le PM suivi d'un chiffre, c'est le chiffre, c'est la grosseur de la bébite. Là, exactement. La particule. La particule, exactement. Il y a PM5, PM10, là, qui sont plus c'est gros, moins c'est dommageable parce qu'on le filtre, là, je pense, dans nos poumons et tout ça. Quelque chose comme ça. Donc ici, forcément, c'est le genre de substances qui sont connues pour favoriser de nombreuses pathologies, nombreuses maladies comme le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires et même le diabète. Quand j'ai lu ça, j'ai été assez surpris quand même. Le rôle de plus en plus meurtrier également a été souligné de la pollution à l'ozone, qui est alimentée, entre autres, par le réchauffement climatique. C'est ce qu'on appelle le smog, je pense, non? La pollution à l'ozone? En tout cas, il me semble qu'il y a un lien, là. C'est comme de l'ozone qui reste en surface. Puis c'est surtout des conditions météorologiques où, justement, l'air ne circule pas nécessairement devant eux. Puis c'est causé par des émissions aussi, là, comme le diesel et tout ça, des affaires, en tout cas... les feux de forêt. Et les feux de forêt. J'avais parlé des feux de forêt l'année dernière, je me rappelle, une nouvelle, là, quand il y a eu la grosse période des feux, là, on était à 23 fois le PM 2.5, là, 23 fois la concentration normale. On disait aux gens de rester à l'intérieur à juste titre. Et il fallait pas ouvrir ses fenêtres non plus. Non, c'est sûr que non, effectivement. Donc, à ce moment-là, tu respires constamment de l'air pollué. Ouais. Malheureusement, c'est devenu plus meurtrier que le tabagisme. C'est une triste nouvelle, je pense, parce que sur le tabagisme, on a un certain pouvoir. Là-dessus, on peut chacun faire notre part. Ouais. Mais en gros... Le pouvoir est moins direct, André Sylvain, mais tu me connais, là, auto électrique, transition énergétique et tout. Plus on va transférer nos usines, même les alumineries, un paquet de procédés qui émanent du méthane, du CO2, toutes sortes de toxines, là, NOx, SOx. Plus on va transiger ou transférer notre production puis notre mobilité vers d'énergie propre, moins ça va risque d'être impactant. Puis là, je parle de nous. Je pense que j'ai pas les données là, de cette étude que tu nous cites, mais je pense que dans certains pays, comme en Inde, là, c'est comme everyday. Là, les feux de forêt chez nous, eux, c'est leur quotidien 365 jours par année. Puis je devine que la mortalité, elle est plus dans les pays en développement que sur le plateau Mont-Royal. Là, je vais dire ça comme ça. Ouais.
Le monde. Comment je pourrais dire ça? Une nouvelle amitié est née. Ouais. Une nouvelle amitié. Je pense que c'est comme ça que je vais te présenter ça. Ouais. Vladimir Poutine, d'un côté, qui serre la main à Kim Jong-un de la Corée du Nord. Ils viennent de signer, les deux, un accord d'assistance mutuelle en cas d'agression. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier l'espèce de paranoïa qui anime la Corée du Nord, que tout le monde veut s'en prendre, à eux, au pays et tout ça. Donc, ils veulent lutter ensemble contre l'hégémonie américaine. C'est les mots qui ont été c'est comme un employés. OTAN du Pacifique, là, si je comprends bien. Entre deux pays. Entre deux pays, un peu rogue, un peu dictatoriaux, un peu... C'est le moins qu'on puisse dire. La Corée du Nord est probablement le pays le plus fermé au monde. Donc, le président russe, Vladimir Poutine, lui, estime que les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU visant les Nord-Coréens en raison de leur programme nucléaire, ça doit être réexaminé, tout simplement. Donc, on se doute, la réponse de Kim Jong-un, ça a été... laissez donc l'Ukraine tranquille aussi, ouais, c'est ça. En s'adressant aux Occidentaux. J'avais quand même suivi un peu cette affaire-là, les rencontres. C'est pas la première fois que M. Poutine et Kim Jong-un se rencontrent. Derrière toute cette espèce de théâtre là, un peu ridicule, là, si tu veux mon avis, il y a quand même un vrai enjeu. Les Russes ont de la misère à avoir des munitions. Et ça donne que les Nord-Coréens produisent énormément de munitions. C'est un des pays les plus militarisés, paradoxalement. C'est une toute petite population, mais ils ont ils en ont beaucoup, puis ils en fabriquent beaucoup. Et donc, il y avait une entente de vente, carrément, de munitions de la Corée du Nord vers la Russie, ce qui leur permet aujourd'hui de continuer à faire la guerre. Là, parce qu'à un moment donné, de part et d'autre du conflit russo-ukrainien, l'enjeu d'avoir des balles dans ton fusil, là, c'est aussi absurde que ça, est un vrai enjeu. Puis je sais que les Ukrainiens, de leur côté, également, avaient de la misère à s'approvisionner. Donc là, autant nous, occidentaux, avons fait quand même nos efforts là, pour pallier au manque du côté ukrainien. J'ai l'impression que Poutine se tourne vers les Nord-Coréens. Je vais quand même dire, entre les États-Unis, la France, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, l'Espagne et la Corée du Nord, je sais pas qui va gagner là, en termes de capacité de production, mais ça me semble être un petit peu inégal comme partenariat. J'imagine que la Russie a dû peser sur le gaz depuis un bon moment. Là, quand elle a vu l'OTAN embarquer dans le conflit, elle a fait « Oups, palaille ». D'ailleurs, au début du conflit, l'armée russe a été pratiquement... écoute, elle a été vraiment mise à mal. Oui, je me rappelle. Et tout ça, ça tombait un en arrière de l'autre. Là. Ils étaient pas prêts. Mais là, donc, ils ont ce nouveau partenariat incroyable. On leur souhaite pas la meilleure des chances, là, mais en tout cas... c'est une amitié pour un siècle, qu'ils disent. Pour un siècle, bravo. Alors, ils s'inviteront à souper. Je ris, mais c'est pas drôle. Là. Actualité. Je veux terminer en te parlant du Dr Anthony Fauci, qui était à la tête du CDC, qui est dans le fond un peu l'organisme qui s'occupe de tout ce qui est viral aux États-Unis. Figure centrale de la pandémie. Santé publique américaine. Oui, exactement. Anthony Fauci est maintenant auteur. Il a publié un livre d'environ 400 pages et 70... Il a quand même une grande carrière, hein, Anthony Fauci. On le connaît pour 2 ans de sa vie autour de la pandémie. Oui, mais c'était une sommité déjà. C'est ça, avant. exact. Il était considéré mondialement comme étant une sommité. Quand le docteur Fauci parlait, tout le monde écoutait. Donc, quand est venue la pandémie, tout le monde s'est tourné vers lui. Et ça prend d'ailleurs 70 pages dans son livre. Et la raison pour laquelle... La pandémie et sa relation avec Donald Trump. Et c'est pour ça que je t'amène ce sujet-là. Je pense que je vais me commander tout de suite. Écoute, il y a un extrait dans ça qui m'a renversé. Franchement, c'est Jimmy Kimmel qui l'a présenté. Et tu peux entendre la version livre audio narrée par le Dr Fauci. Et là, il explique. Je ne sais pas si tu te souviens du fameux désinfectant, l'épisode de « Vous pouvez vous injecter du désinfectant ». Du Javel, non? Aussi, il employait vraiment le mot désinfectant. Écoute, moi, je te le dis, je l'ai entendu en direct, cette citation-là. Et je me suis arrêté. Je suis quand même... je parle assez bien anglais, avec un accent, mais je comprends bien ce qu'il dit. J'ai googlé
le mot, parce que je me suis dit, non, ça se peut pas. Il doit avoir en anglais, aux États-Unis, une autre interprétation. C'est M. Trump qui avait dit ça? C'est M. Trump, oui, qui avait dit ça, parce qu'il était comme parti pour essayer de résoudre la crise à lui tout seul et trouver le remède à lui tout seul. Oui. D'ailleurs, on apprend là-dedans que l'hydroxychloroquine, qui a il faisait beaucoup la promotion de ce médicament-là, qui était totalement controversé. C'est un médicament. C'est déjà un médicament pour qui existe. certains usages, là. Ouais, ben quand tu vas dans les pays comme par exemple Haïti, tu vas prendre de l'hydroxychloroquine. Ouais, exactement. Je pense que c'est contre la malaria. Okay. Là, mais c'est un vrai médicament. C'est un vrai médicament qui est homologué. Pas vraiment à la COVID. Là, exactement. Ça avait peu ou pas d'impact sur la COVID et M. Trump aurait eu cette information-là d'une animatrice de Fox News. Donc là, c'est pour ça qui a un doctorat en médecine épidémiologique, comme tous les animatrices autant que moi, de Fox. Exactement. Ouais, okay. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Anthony Fauci explique qu'il rentre à son bureau, puis là, il y a environ une 30aine de messages sur sa boîte vocale qui lui dit « Tu dois te rendre immédiatement à la Maison-Blanche ». Il arrive à la Maison-Blanche dans le bureau ovale, et là, Donald Trump est survolté, et il y a environ une 30aine de photos sur son bureau. Là, Anthony Fauci regarde Trump et lui dit « Est-ce que tu as dormi? » Il fait « Non ». Et là, on est de bonne heure le matin. Donc, on comprend que Donald Trump a travaillé toute la nuit. Fou, là, il a tissé des liens. Complètement. Alors... J'imagine Donald Trump je sais pas, c'est quoi la série américaine, là, les Crazy Eyes, là, oh my God, je vois. Mais... ouais. Always Sunny? Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Alors, finalement, Anthony Fauci regarde les feuilles et dit à Trump, mais qu'est-ce que c'est? Et il lui lance, je vais te le dire en anglais, buttholes. Des anus. Donc, Donald Trump, toute la nuit, avait fouillé pour... je sais pas où tu t'en vas avec ça. Non, c'est la vie. C'est dans le livre? C'est dans le livre. C'est Anthony Fauci Donald Trump regardait des photos d'anus toute la nuit, oui, parce que genre à sur ce moment-là, au début... Excuse-moi. Au début de la pandémie, on cherchait à comprendre comment réagissait le virus et on s'est rendu compte que les rayons UV tuaient le virus. Ouais. Donc, Donald Trump s'est mis dans la tête de trouver une façon d'amener les rayons UV à l'intérieur du corps humain. Donc, il s'est dit, on va rentrer une lumière, et c'est Fauci qui dit ça. Trump me dit, on va rentrer une lumière dans les anus pour essayer de tuer le virus. T'as vraiment choisi cette nouvelle-là pour finir le 24 minutes? Oui, parce que je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Et là, Fauci lui dit, comment? Donc, il est un peu incrédule. Ouais. Et là, à ce moment-là, Donald Trump dit, pourquoi est-ce qu'on rentre pas une ampoule dans la bouche des gens qui sont atteints? On parle toujours de... L'idée, c'est toujours d'amener les rayons UV. Je suis sans mots. Alors, je ne peux plus rien dire. Alors, Anthony Fauci dire tout simplement, écoutez, vous savez, c'est un virus respiratoire. Ouais. Ce n'est pas un virus digestif. Non. Et finalement, Eric Trump rentre dans la pièce. Le fils de M. Trump. Oui, absolument. Écoute, ça ne s'invente pas. Il est un peu moins idiot ou... tu vas voir. Ouais. Il rentre et il explique qu'il a un énorme coup de soleil et il n'a pas de pantalon. Et Fauci regarde ça, c'est lui qui l'explique toujours. Fauci regarde ça et dit « Mon Dieu, la pandémie va être épouvantable. » Et alors voilà, la gestion de la pandémie de Donald Trump. C'est un peu comme ça que ça se passait. L'actualité en 24 minutes. Merci André-Sylvain Latour. C'est mission accomplie encore une fois. Merci à toi.